Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Repère. Repère aujourd'hui est consacré à la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Nous en parlons sur ce plateau. La RDC est-elle prête à négocier avec les mouvements terroristes, le M23 ou pas? Quelle est la solution que la RDC apporte à ces situations qui ne fait que endeuiller des familles entières pendant un bout de temps? Je reçois pour vous, pour 2025, que vous avez l'habitude de suivre sur ce plateau, Junior Kodora, qui est un cadre de l'Union sacrée, que vous aimez tant, avec ses analyses pertinentes, qui nous fait honneur d'être avec nous aujourd'hui. Je dis bonjour et bienvenue, cher Junior, et meilleurs vœux. Bonjour, cher Jules. Merci de me recevoir sur Congo Buzz et dans l'émission Repère. Un bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Une bonne année à vous ainsi qu'à eux. Très bien, merci beaucoup. Alors, une question qui se pose, est-ce nous sommes en guerre ou bien nous sommes agressés? Nous sommes, dans les faits, nous sommes en guerre. Dans les faits, nous sommes en guerre. Quand vous regardez les efforts qui sont faits par nos militaires, les sacrifices qu'ils consentent, quand nous regardons les victimes que nous avons sur terrain, nous sommes effectivement dans la guerre. Dans la guerre pour notre territoire, dans la guerre pour notre dignité et souveraineté. Et oui, nous sommes effectivement dans la guerre sans nul doute. Nous sommes dans la guerre, mais malheureusement, selon la manière dont la guerre doit être déclarée, il faudrait que ça passe par le Parlement et ainsi de suite, que ce soit avalisé dans les deux chambres pour déclarer la guerre au Rwanda. Mais c'est une guerre officieuse ou bien officielle? C'est pas une guerre officieuse. Les éléments constitutifs d'une guerre sont là. Les combats, la conquête et la perte de territoire, les victimes humaines, les déplacés, les morts, et puis nos forces militaires sérieuses, nos FARDC, qui sont des vaillants combattants. Si vous rencontrez des militaires des FARDC aujourd'hui sur terrain, vous ne pouvez pas leur dire qu'ils ne sont pas en guerre. Ils ne sont pas allés en vacances à l'est du pays. Ils sont en train de se battre tous les jours pour défendre notre patrie. Donc effectivement, nous sommes en guerre. Qu'il y ait une déclaration officielle de guerre qui passe par le Parlement ou par toute autre procédure ou pas, les faits et les conséquences de la guerre sont là. Donc oui, effectivement, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Massissi, à 80 km de la ville de Goma, qui est à 80 km de la ville de Goma, oui, qui a été prise par les M23, récupérée par les FARDC, et encore prise à nouveau par les supplétifs ou bien les rebelles du M23. Qu'est-ce qui cause cette perte des villes de manière régulière? Est-ce c'est la faiblesse de l'armée, ou bien des FARDC, un manque de munitions, ou un manque de stratégie? D'abord, il faut comprendre, première chose, qu'il y a une communication de manière régulière qui est faite dans les médias internationaux, dans nos médias à nous, dans l'opposition, sur les réseaux sociaux, sur les villes qui sont perdues. Mais je rappelle que cette guerre dure depuis de nombreuses décennies. Et dans ces décennies, il y a de nombreuses villes qui ont été récupérées et reconquises, et desquelles nous ne parlons pas assez et nous ne mettons pas assez les projecteurs. Moi, je fustige le fait que, oui, il y a des villes qui sont perdues, mais il y a aussi énormément de villes qui sont récupérées. En tant que patriote, en tant que jeune Congolais, en tant que nationaliste, j'aimerais aussi voir dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans la population, un discours allant dans le sens de souligner les efforts qui sont faits par les FARDC pour toutes ces villes qui ont été récupérées. Maintenant, sur la question de savoir pourquoi est-ce que nous perdons des villes et pourquoi est-ce que nous en regagnons, eh bien, c'est simple. La guerre est un long processus, fait de nombreuses batailles. Dans ces batailles, vous avez des jours de victoire. Dans ces batailles, vous avez des jours de pertes. Des pertes humaines, des pertes en territoire. La chance est que ces pertes en territoire, nous pouvons les reconquérir, ces territoires, si nous y mettons les moyens, la logistique, les hommes et la stratégie. Et c'est ce qui est fait. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que parce que nous avons perdu Massissi hier, que nous avons perdu la guerre. De la même manière, on ne peut pas dire non plus que parce que nous avons reconquis Massissi, nous avons gagné la guerre. Parce qu'effectivement, une ville peut être conquise lundi, perdue mardi,
reconquise mercredi, reperdue jeudi. Le plus important, c'est le combat final. Il n'est pas l'heure aujourd'hui, il n'est pas le moment aujourd'hui de faire le bilan de ces villes qui sont perdues et reconquises, parce que de toute façon, ce sont des situations qui évoluent et qui fluctuent et qui ne permettent pas de faire une analyse concrète sur le fait que nous avons perdu la guerre ou pas. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'il faut soutenir nos FARDC. Il faut faire comprendre à la population qu'effectivement la guerre, c'est comme ça partout. Vous vous battez, il y a des jours où il y a des batailles que vous remportez, d'autres batailles vous les perdez, et puis vous arrivez à reconquérir des territoires. Ça fait partie du processus de la guerre, ici en RDC, en Afrique et partout dans le monde. Aussi, il faut faire comprendre aux populations et à l'opposition et à nos détracteurs que la guerre est un long processus. Il n'y a aucune guerre éclair qui puisse résoudre un problème et un conflit aussi profond que celui que nous avons. La Russie avait dit qu'elle allait éliminer l'Ukraine en 3 mois. Ça fait 3 ans que Poutine y est. Les USA ont fait 20 ans en Afghanistan, plus de 10 ans en Irak. L'opération Barkhane menée par la France au Mali, plus de 9 ans. Donc il faut comprendre que la guerre est un long processus et que ce n'est pas un jeu. Et qu'aujourd'hui, troisième élément, il faut, dans le discours qui est le nôtre, faire très attention aux propos que nous tenons. Parce que ces discours de toujours pointer du doigt les défaites et d'être défaitistes, même nous-mêmes, propres citoyens congolais, nous n'aidons pas nos FARDC à avoir un moral positif pour conquérir et reconquérir nos territoires si nous-mêmes nous montrons à notre armée que nous ne croyons plus, que nous n'avons pas la foi en eux, ni même l'espoir et l'optimisme de reconquérir notre pays. La conviction doit venir de l'intérieur et il est important que nos populations s'alignent sur ça. Est-ce que le problème d'effectifs ne pose pas aussi un problème quelque part? Il y a un effectif qui en manque en fait dans l'armée. Ce n'est pas un problème d'effectif, c'est un problème de soubassement, disons des entrailles du conflit. Aujourd'hui, nous ne faisons pas la guerre à un petit groupe rebelle du M23. Nous ne sommes même pas en guerre contre le Rwanda, nous sommes en guerre contre toutes ces puissances occidentales qui soutiennent à la fois le M23 et qui le Rwanda sous-traite au M23. En quelque sorte de la communauté internationale. De la même manière aussi que la Russie n'est pas en guerre contre Zelensky. La Russie est en guerre contre les États-Unis et contre l'OTAN et contre Macron, qui soutiennent tous l'Ukraine par des financements, par de l'armement, par de la logistique, par de la diplomatie tendant à amener la Russie à faire des compromis en faveur de l'Ukraine. Donc aujourd'hui, de la même manière que la Russie se bat contre un continent, de la même manière nous nous battons contre un continent pour des intérêts économiques. Donc ce n'est pas un problème uniquement militaire, mais aussi diplomatique. D'où la nécessité d'avoir à la fois le champ militaire et aussi le champ diplomatique. Et donc, la question qui se pose, avec qui négocier? Nous allons entrer là dans les négociations, mais le président de la République, en son temps, il avait dit que je me sentirais dans ma peau du président de la République lorsque je mettrai terme à ces hostilités. Bien sûr. Qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce en ce moment ici que c'est dit? Parce que c'était une promesse pour son deuxième quinquennat. Et il a tout à fait raison de le dire, parce que jusqu'à preuve du contraire, le chef de l'État a consacré et consacre ses 2 mandats principalement sur la question de l'Est de la RDC. Et donc, il tient parole. Plus que jamais, le président a fait de la question de l'Est de la RDC, au détriment même d'autres priorités, la priorité des priorités. Et donc, il peut être à l'aise de le dire et savoir qu'aujourd'hui, effectivement, il tient pas une parole de campagne. Pourquoi? Je rappelle, parce que peut-être beaucoup l'ont oublié, que la question du M23, elle date de 2009. Le 23 mars 2009, la RDC, à l'époque, qui avait ses dirigeants, en 2009, a signé un accord de paix avec les FDLR de Laurent Kunda Batoire pour, soi-disant, mettre la paix en RDC, sous certaines conditions. La prise en compte des minorités Tutsis qui étaient présentes dans ces groupes rebelles-là, leur participation aux institutions, etc., etc., etc. Nous avons signé un accord en 2009. 3 ans plus tard, le 6 avril 2012, ces mêmes rebelles se sont mutinés, qui avaient été intégrés dans l'armée, se sont mutinés. Et ils se sont donc rébellés. Ils ont créé, le 6 avril 2012, le M23. 6 mois plus tard, le 20 novembre 2012, Goma est tombé. À l'issue de la chute de Goma, qui a été une première pour Goma, qui n'est jamais tombé auparavant, qui a été une première pour le Nord Kivu, et une première pour la RDC, cet échec-là est un échec de premier ordre, qui est parmi les grands échecs que nous avons connus ici dans une politique congolaise. À l'issue
de la chute de Goma, le même gouvernement de 2009 a continué à renégocier une seconde fois avec le M23 pour obtenir le départ du M23 de Goma, sous des nouvelles conditions, réinsertion, désarmement, démobilisation, pour obtenir la paix. Aujourd'hui, en tant qu'État responsable, le président et le gouvernement actuel sont comptables de ce qui a été fait dans le passé parce que la continuité de l'État nécessite que nous endossions ce qui a été fait. Mais simplement, nous tirons les leçons des erreurs qui ont été faites dans le passé parce que nous considérons que cette politique-là de 2009 et 2012 qui a consisté à négocier avec le M23 a été une mauvaise politique. Pourquoi? Parce qu'on nous avait promis la paix, le désarmement, la démobilisation, la réinsertion. A-t-on aujourd'hui, depuis 2009 à ce jour, eu le sentiment qu'il y a eu la paix en RDC? A-t-on aujourd'hui le sentiment qu'il y a eu le désarmement de l'Est de la RDC? A-t-on le sentiment qu'il y a eu une démobilisation des troupes qui étaient présentes sur le sol irrégulièrement en RDC? Non. Donc, discuter avec le M23 a démontré quoi? Que nous avons discuté avec le mauvais interlocuteur, parce que ce groupe est manifestement soutenu, et ce n'est plus un secret pour personne, par le Rwanda et des puissances étrangères. Et ça a démontré que le M23, tout groupe rebelle qui est animé de mauvaise foi, peut à tout moment renier les accords qu'il a signés avec le gouvernement et manipulé ou motivé par les tireurs de ficelle, revendiquer d'autres choses, augmenter les enchères pour simplement trouver une opportunité de refaire la guerre au pays. Et donc, nous sommes dans une approche où nous voulons une paix, mais une paix à quel prix? Une paix à quel prix? Une paix à un prix durable. Nous voulons une paix durable. Le président de la République, je rappelle, dans un sommet récent ici à Luanda, il fallait qu'il rencontre le président rwandais, Paul Kagame, mais malheureusement, ce dernier n'était pas venu et avait demandé que plutôt la RDC négocie avec le M23. Alors pourquoi négocier avec le M23 et ne pas négocier avec le Rwanda de manière directe? On ne peut pas négocier avec le M23 parce que les gouvernements passés qui étaient là, le régime passé qui était là avant le régime Tshisekedi, a négocié déjà avec le M23. Plusieurs fois, je l'ai dit, 2009-2012. Ces négociations n'ont rien amené puisqu'aujourd'hui nous sommes toujours en guerre. Et ce M23 réclame quoi? Il ne réclame pas des choses nouvelles. Le M23 réclame l'application des accords qui ont été signés le 23 mars 2009, d'où l'appellation M23. Et ces revendications-là, elles ont été signées quand? En 2009. Et à ce jour, ce même mouvement rebelle réclame ces revendications-là. Et tous les rapports de l'ONU qui sont sortis encore hier, le 9 janvier 2025, accablent le Rwanda, nommément. Donc le président de la République a lablement raison. A raison de ne pas négocier. Et aujourd'hui, c'est encore une question de patriotisme. Aujourd'hui, le discours congolais doit être dans le sens d'accompagner notre armée. Au-delà des clivages politiques, Union sacrée, FCC, l'Église, je ne sais pas quoi, il est question de notre armée. Donc, dans notre manière de parler de notre armée, de notre pays, ça a un impact sur la manière dont se comportent nos troupes et la manière dont les millions de Congolais gèrent l'information et la communication sur ce qui se passe à l'est du pays est bien plus importante et impactante que ce que peut même dire le président de la République à cette question-là. Parce que nous sommes des millions à communiquer, à faire des commentaires sur ce qui se passe. Et ça joue sur le moral des troupes. Et ce comportement est de nature non seulement à déstabiliser nos troupes, mais de nature à faire penser qu'il y a une complicité de la population avec l'ennemi rwandais. Et donc, il faut un réveil populaire en termes de patriotisme, de civisme. La moindre des contributions que puisse faire la population à ce jour pour aider nos troupes, c'est de croire en elles. C'est d'avoir un discours positif qui accompagne nos troupes. Et non qui disent, oui, mais le Rwanda, Kagame n'est pas venu au rendez-vous, alors que personne ne parle du fait que le rapport des Nations Unies a condamné clairement le Rwanda. Ce qui est une bonne chose. Mais pourquoi est-ce que personne ne le dit? Je lis une déclaration, un communiqué du président du CESAC, Christian Bossembe. Oui. Je cite, il dit « Je constate avec amertume que certains médias comme RFI, Afrique, TV5 Monde et France 24 relaient les prétendues avancées des terroristes tout en occultant les exploits des FARDC. Nous respectons
nous respectons la liberté d'expression et d'information, mais nous fustigeons fermement toute apologie du terrorisme. Les terroristes n'ont pas droit à la parole chez nous comme partout ailleurs dans le monde. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que nos médias ou bien nos journalistes à nous ne soutiennent pas les FARDC en les accompagnant d'une certaine façon? Il faudrait qu'il y ait une désinformation de la part des médias internationaux d'une certaine façon. Nous avons nos médias nationaux ici qui bercent dans de la mésinformation et qui se contentent de relayer l'information internationale. Alors qu'au niveau interne, nous avons nos propres sources d'information qui sont disponibles. Au niveau interne, nous avons bien sûr le devoir d'avoir une presse indépendante, mais d'avoir une presse aussi patriotique. La question du Rwanda est une question qui doit absolument, à tout prix, sans négociation, faire l'unanimité dans la presse congolaise, dans la manière dont l'information est traitée. Ça doit être une obligation dictée, obligatoire, de converger, non pas dans la mésinformation, mais dans le fait et dans certains principes de fonctionnement, de se dire que à partir du moment où nous avons des bonnes informations positives à communiquer, il faut les communiquer. À partir du moment où nous avons de la mésinformation faite par les médias étrangers, il faut communiquer sur cette mésinformation et donner la bonne information. Il y a une nécessité de faire un travail de réveil nationaliste et de sursaut nationaliste sur la manière dont nous traitons l'information, que ce soit la presse écrite, la presse audiovisuelle, que ce soit les réseaux sociaux. Il faut censurer tous les messages de nature à démoraliser notre armée. Donc le président Tshisekedi a parfaitement raison. Il a totalement raison. Moi, j'aurais même été au-delà de ça. J'aurais même dit qu'il faut trouver une manière d'encadrer et de conscientiser et de trouver une formule pour que nos médias soient obligés nécessairement de communiquer certaines informations et de faire de la désinformation dès lors qu'elle existe. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, France 24, RFI relaient des informations et que notre presse, sans faire un travail de recherche ou de contre-vérification, republie ou retweet simplement ce que disent ces médias parce que c'est RFI, parce que c'est France 24. Bon, il y a certaines personnes qui disent que l'armée ne communique pas assez aussi et le gouvernement... Le travail de l'armée, c'est de sécuriser le territoire national. Nous avons un gouvernement qui communique tous les jours. Il y a un porte-parole de l'armée qui communique par rapport aux situations en opposition. Nous avons un gouvernement qui communique tous les jours sur ce qui se fait à l'est du pays. Je constate pas avec beaucoup de regrets que quand c'est RFI qui poste une actualité, elle est relayée partout, sans vérifier. Et que la presse est comme... excusez-moi le terme, comme un mouton qui suit son berger, parce que c'est RFI, parce que c'est international, on retweet ce que disent les étrangers. Or, nous savons très bien que ces pays-là sont à la botte de leur pouvoir politique central, en France ou en Amérique, et qu'eux aussi ont leurs intérêts politiques. Donc, la communication qui est faite par RFI, parce que vous en parlez, et tous ces médias-là, est une communication de nature à aller dans le sens de leur gouvernement à eux. Donc, nous, au niveau national, nous devons avoir une communication qui aille dans le sens de nos intérêts à nous. En quelque sorte, c'est contrebalancer la mésinformation. La désinformation, là, c'est pour affaiblir les FARDC. Bien sûr, puisque vous avez vu qu'il y a eu des communiqués qui ont été faits, et puis il y a eu un communiqué d'excuses qui a été fait pour dire oui, notre information n'était pas la bonne, excusez-nous. Mais non, entre-temps, sur le terrain, les dégâts sont faits. Donc, à notre presse de jouer son rôle, de sanctionner toutes ces attitudes, de toujours dire oui, le pays est tombé, ah, Kagame a fait tomber la telle ville. Mais pourquoi vous ne parlez pas des villes qui ont été reconquises? Vous dites on a perdu autant de territoires. Mais dites-nous aussi, on a gagné autant de territoires et les chiffres sont là. Les chiffres sont donnés par le gouvernement. Tous les jours. Pourquoi est-ce que la presse ne relaye pas ça? La question du Rwanda ici, c'est une question qui doit obliger tous les médias à être à l'unisson, obligatoirement. Vous ne verrez jamais dans un pays étranger, puisque ces médias, apparemment nos médias congolais, sont impressionnés par la presse étrangère, parlons de cela, vous ne verrez jamais dans un pays étranger, quand la presse parle d'un pays avec qui l'État est en conflit, tous les médias convergent dans le sens de soutenir le pouvoir en place. Évidemment. Tous les médias. Sans exception. Vous ne verrez jamais en Ukraine, aujourd'hui, un média ukrainien faire de la contre-information ou de l'information négative contre le pouvoir ukrainien en place. Impossible. Ouais. Vous ne le verrez jamais aux États-Unis, vous ne le verrez jamais en Russie. Pourquoi chez nous, soit on ne communique pas,
soit on relaie ce qui est amené de l'étranger sans vérifier. La presse doit être disciplinée et, le besoin étant, sanctionnée s'il le faut. Maître Constant Montamba a pris comme décision, il a dit qu'il allait élargir la peine de mort même aux voleurs, voilà, et aux dirigeants du pays. Il est allé plus loin pour dire encore, pour tout journaliste qui relayerait les informations de l'ennemi est passible à la peine de mort. Quel est votre avis par rapport? Moi, je pense que, d'abord, premièrement, je ne suis pas le porte-parole du ministère de la Justice, donc je m'exprime à titre individuel et ça n'engage que moi. Moi, je pense que la justice doit être la même pour tout le monde. Et je pense que si les textes congolais nous permettent aujourd'hui de sanctionner les médias dans un cadre légal, tenant compte d'actions ou d'articles ou de prises de position qui ont été menées par ces médias et qui sont de nature à porter préjudice aux intérêts de la nation, à la sécurité et à l'intégrité de la nation, et que le cadre légal existe, il faut appliquer ces textes. Il faut appliquer ces textes. Et effectivement, il faut sanctionner les médias qui font de la contre-information ou de l'information qui est de nature comme je l'ai dit, mettre en insécurité la sûreté de l'État. Je vous donne un exemple. Supposons aujourd'hui qu'on nous dise, comme ça a été le cas, qu'on a exécuté 500 jeunes. Et puis qu'entre-temps, le média congolais relaie l'information. Mais j'ai vu que la presse étrangère qui a dit cela s'est rétractée pour dire ce que nous avons écrit n'était pas correct. Il y avait une erreur dans ce que nous avons dit. Mais vous, médias congolais, qui avez relayé l'information, vous avez dans l'opinion créé des dégâts. Évidemment. Donc, vous devez être sanctionné. Parce que vous n'avez pas fait votre travail de contre-vérification, d'investigation. Et donc, dans le cadre légal, si la loi le permet, et qu'elle encadre à la fois la peine de mort, et qu'elle encadre à la fois les délits pour lesquels la peine de mort doit être appliquée, et que ces médias se trouvent dans un cas d'infraction, il faut appliquer la peine sans pitié. Il faut appliquer la peine sans pitié. Depuis un bout de temps, nous sommes en train de voir comment l'opposition est en train de resserrer ses rangs. Oui. Et de s'allier, de faire des alliances d'une certaine façon, il est en train de se réunir. Et malheureusement aussi, nous constatons qu'il est en train de fustiger les efforts qui sont menés par le gouvernement, ainsi que les FARDC pour ramener la paix. Oui. Comment vous trouvez? Quelle est la lecture que vous faites de cette opposition? A-t-elle raison ou l'opposition d'hier a-t-elle des leçons à donner? Ceux qui étaient au pouvoir hier, qui sont dans l'opposition, ont-ils des leçons à donner au pouvoir aujourd'hui en matière de gestion de guerre? Il y a dans cette opposition deux groupes. Deux groupes. Ceux qui ont été au pouvoir et qui ne sont plus, mais qui aspirent à y revenir. Et ceux qui n'ont jamais été au pouvoir et qui aspirent à y arriver. Évidemment. En ce qui concerne ceux qui ont été au pouvoir, qui ne sont plus et qui souhaitent y revenir, il faut, sachant que nous vivons aujourd'hui les conséquences des accords qui ont été signés en 2009-2012 de cette partie de la frange opposition qui était au pouvoir à l'époque, il faut que quand elle prend conscience qu'effectivement, nous avons signé des accords à l'époque, en 2009, qui étaient en réalité une bombe à retardement pour les Congolais, parce qu'on a fait croire aux Congolais qu'on signe des accords de paix sans conséquence, alors qu'on a en fait en réalité négocié avec l'ennemi pour concéder des choses incroyables qu'on n'a même pas pu réaliser, parce que c'était impossible de les réaliser, parce que les Congolais nous prennent à témoin, et que vous comprenez, vous, dirigeants de l'époque, que ces accords que vous avez signés ont un impact négatif et que les conséquences de l'époque, les Congolais les vivent aujourd'hui, vous devez aujourd'hui, quand vous vous exprimez sur la question de l'Est de la RDC, si vous avez du mal à vous taire, vous devez aujourd'hui faire preuve d'au moins un peu d'humilité. Non pas par rapport au chef de l'État ou au gouvernement, mais par rapport aux populations qui ont été victimes de ces accords que vous avez signés. Par rapport à nos militaires qui se battent tous les jours pour récupérer ces territoires qui ont été mis en danger par ces accords-là et que le M23 veut récupérer. Parce que je rappelle que le M23, qui s'appelle M23 en référence au 23 novembre 2009, date de signature des accords, est le seul atout qu'a le Rwanda pour justifier l'instabilité que le Rwanda crée chez nous.
Et quel est l'argument du Rwanda? L'application de l'accord du M23. Quel est l'argument du M23? L'application de l'accord de 2009. Tous font référence à l'application Les accords signés antérieurs. C'est-à-dire comprenant la prise en compte des minorités ethniques qui, soi-disant, selon eux, sont en danger, les minorités ethniques Tutsi, et puis l'accord d'un espace territorial. Ce sont ces revendications-là qu'utilise le Rwanda pour occuper notre pays, et ce sont ces revendications-là qu'utilise le M23 pour occuper notre pays. Et ces revendications-là viennent de l'accord signé à l'époque. Donc, quand ces anciens dirigeants, qui le savent en plus, sont à l'origine de tout ce qui se passe aujourd'hui, d'une bombe à retardement qui explose maintenant aujourd'hui, et qu'ils évoquent la question du Rwanda, ils doivent faire d'un minimum d'humilité par respect aux victimes, par respect aux militaires qui se battent à cause de ce qui a été signé à l'époque. En ce qui concerne, et je finis, ces dirigeants ne peuvent pas aujourd'hui se poser comme étant l'alternative à la politique menée aujourd'hui par le chef de l'État, qui travaille sur, tenant compte des erreurs passées, l'aspect militaire et l'aspect diplomatique pour créer une paix durable. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la paix de l'époque qu'on nous a promis n'a jamais été une paix réelle, ni une paix durable. En ce qui concerne maintenant l'opposition qui aspire à venir au pouvoir pour la première fois, je regrette la mauvaise foi dont elle est animée. Parce que, premièrement, nous savons tous que le chef de l'État a raison de ne pas vouloir discuter avec le M23. C'est l'erreur qu'a fait le régime passé plusieurs fois et qui n'a amené aucun résultat. Mais par contre, si vous, la presse, vous demandez à ces dirigeants d'opposition qui aspirent à être au pouvoir un jour, est-ce que le chef de l'État a raison de refuser le dialogue avec le M23? A-t-il raison? Ces opposants avides de pouvoir n'arriveront même pas à vous dire la vérité, qu'effectivement, ils pensent que oui, le chef de l'État a raison, parce que ces négociations n'ont pas lieu d'être, parce qu'elles ont déjà eu lieu à l'époque, elles n'ont amené aucune solution, et parce que la raison pour laquelle les combats s'intensifient aujourd'hui, c'est parce que justement le chef de l'État ne veut pas discuter avec le M23. Si nous avions discuté avec le M23, il aurait été très facile d'élaguer la guerre. On discute avec le M23, on leur accorde ce qu'ils demandent. Vous verrez, monsieur Jules, que dans les 3-4 semaines, la guerre à l'Est sera terminée. Parce qu'on aura fait des concessions. Et que ces concessions... On aura cédé une partie de notre territoire. Des choses incroyables qui feront que le M23 n'aura plus besoin de se battre. Et les Congolais croiront qu'on a gagné la guerre. Et qu'on a remis la paix. Mais l'opposition est en train de n'aide pas le pouvoir. Ce n'est pas aider le pouvoir, c'est aider la population et la paix. Parce qu'au-delà de ça, le régime actuel partira un jour. Mais la question du Rwanda va demeurer. Et la question du Rwanda va demeurer. Et nous héritons de ce qu'a fait le régime passé. Donc un jour, les futurs régimes hériteront de ce que nous avons fait aujourd'hui sur la question rwandaise. Donc la vision de l'homme politique qui est averti et sage, c'est de se dire, ok, sur des questions de politique interne, nous sommes en désaccord. Mais sur la question rwandaise, on ne peut pas négocier avec le M23. Et si vous faites votre travail de journaliste et que vous demandez à ces opposants, monsieur X, Y, sur la question de politique interne, sociale, je ne sais pas quoi, vous n'êtes pas d'accord avec le chef de l'État, mais sur la question rwandaise, a-t-il raison, Félix Tshisekedi, de ne pas discuter avec le M23 directement? Ils seront incapables de vous dire oui alors qu'ils pensent oui. Parce qu'ils pensent à eux et non pas à l'intérêt suprême. Et c'est là qu'est le problème. La preuve en est, c'est que ces dirigeants de l'opposition qui n'ont jamais été au pouvoir, mais qui aspirent à y être, sont même prêts, juste par avidité du pouvoir, à s'allier avec le régime passé, qui est à l'origine de la situation que nous vivons aujourd'hui. Sachant bien qu'ils n'ont aucune solution à amener au règlement du conflit du M23 aujourd'hui. Mais simplement parce qu'on va arriver au pouvoir, pour arriver au pouvoir, on s'allie avec des gens qui n'ont aucune solution à amener. Mais simplement parce qu'on se dit, moi je veux être président, moi je veux être président. Ça doit cesser. Ça démontre un manque de vision politique, ou ça démontre de l'avidité et de l'individualisme politique, et ça démontre qu'il faut nécessairement changer la classe politique congolaise. Total. Et ça doit cesser. Et c'est ce que je dénonce aujourd'hui. Comment trouvez-vous le retour
de l'ancien président avec voilà, certains membres de l'opposition d'une certaine façon. Comment trouvez-vous? Est-ce que ça sera effectif, ce retour-là? Pourra-t-il récupérer, rentrer dans les affaires comme certains de ses lieutenants pensent? Moi, à titre individuel, je suis la presse comme vous. J'ai lu quelques articles. Mais simplement, je ne suis pas dans la politique fiction. Je ne peux pas me projeter aussi loin dans une thématique qui n'est pas, à mon sens, prioritaire à ce niveau-ci. Effectivement, il y a des prises de contact qui sont faites dans l'opposition, je l'ai dit. L'opposition large, dans le sens large du terme, mais qui, à mon sens, aujourd'hui, n'est pas la priorité. Pour nous, la priorité, c'est se focaliser sur la guerre à l'Est, mobiliser la population, parce que je le répète et je le rappelle, la manière dont se comportent les citoyens et dont les citoyens soutiennent nos forces armées est même plus importante que tout ce que peut dire le chef de l'État. Parce que le soutien populaire est bien plus fort que tout ce que peut dire n'importe quel chef d'État. Ici, il ne s'agit pas d'aimer Tshisekedi, il ne s'agit pas d'aimer Katumbi, il ne s'agit pas d'aimer Kabila, il ne s'agit pas d'aimer Fayoulou, il s'agit du pays. Et donc, l'armée étant apolitique, nous avons le devoir de soutenir notre armée parce qu'elle est apolitique. Et qu'elle défend non pas la politique, mais la patrie. En son temps, le feu président, le maréchal Mobutu avait dit s'il faudrait faire, c'est-à-dire, il voulait dire une négociation avec le diable, il était prêt à le faire. Qu'attend la RDC, ne fût-ce qu'à collaborer avec les grandes puissances, comme par exemple la Russie? La Russie a toujours été disposée à travailler avec les RDC. Mais pourquoi la RDC est hésitante jusqu'à présent? Nous ne sommes pas hésitants, nous sommes sur un processus de négociation. Nous sommes sur un processus à la fois de réaliste, c'est-à-dire de prendre en compte les forces actuelles en présence, de prendre en compte les forces internationales qui pèsent sur la scène politique, tant au niveau congolais qu'au niveau rwandais et de la sous-région, mais aussi de voir comment se repositionner. Et les efforts sont faits dans ce sens-là. Nous sommes ouverts à de nouveaux partenariats, nous sommes ouverts à une solution diplomatique d'où qu'elle vienne. Mais la question est essentiellement africaine. Elle se traitera d'abord avec les responsables et dirigeants africains, desquels nous pourrons tirer, pour ceux qui sont de bonne foi, un soutien africain, et puis, dans une seconde phase, porter la question au niveau international pour mettre la pression. Et aujourd'hui, la pression qui a été faite par le gouvernement porte ses fruits. Parce que, de plus en plus, le Rwanda est même dévoilé par ses propres alliés, entre guillemets. Le Royaume-Uni a déclaré officiellement, ouvertement, que le Rwanda soutient le 23 et qu'il doit cesser de soutenir le 23. C'est un pas. Et sur la scène politique internationale, nous ne sommes pas isolés, comme ça a été le cas dans le passé. La question est portée sur la table tous les jours, tant au niveau des Nations Unies qu'au niveau de la scène africaine. Donc vous direz que la diplomatie congolaise est agissante. C'est un fait. Quand vous regardez la question du Congo aujourd'hui, elle est traitée tous les jours. Et je pense que c'est parce que le chef de l'État a pris des positions fermes que c'est le cas. Je l'ai dit et je le répète, la raison pour laquelle les combats sont si lourds, c'est parce que justement, le chef de l'État a une position ferme sur sa volonté de ne pas négocier avec le M23. Le jour où nous négocierons avec le M23, vous verrez que les conflits vont s'adoucir. Mais pour quelle paix? Et à quel prix cette paix-là? Veut-on une paix factice, pour laquelle nous avons concédé le 3/4 de notre pays, ou veut-on une paix durable qui se bâtira sur un beaucoup plus long terme, dans des conditions beaucoup plus difficiles, mais qui stabiliseront le pays de manière définitive? C'est un choix de politique qu'il faut faire. Le passé a fait un choix de politique beaucoup plus rapide, mais nous voulons une paix durable, réelle, sans mentir aux Congolais, sans hypothéquer l'avenir des Congolais, ni leur présent. Alors nous allons chuter par là, Monsieur Junior. Pourquoi est-ce que le pouvoir en place, ou bien encore le président de la République, ne fait pas appel, par exemple, à ses forces patriotiques, par exemple l'opposition, afin de fédérer les forces ensemble, qu'il y ait quand même des moments de partage ou bien de dialogue pour réfléchir sur cette question, que chaque personne donne sa pensée ou bien son idée, voilà, et soutenir l'œuvre, la cause commune qui est
la patrie. Mais j'avais d'abord, au début de son mandat, à travailler avec une frange de ce qui était à l'époque l'opposition. Le premier gouvernement, d'abord de base à l'époque, a été un gouvernement composé à la fois du nouveau régime et d'anciens membres du régime passé. Deuxième chose, dans plusieurs interviews, le chef de l'État l'a déjà dit. Il n'a aucune difficulté à travailler avec qui que ce soit. Lorsqu'il a pris le pouvoir lors du premier mandat, il a dit que ceux qui ont perdu à la présidentielle la porte leur est ouverte. Lorsqu'il a mis en place son premier gouvernement, il a travaillé avec le régime passé. Ça n'a pas porté ses fruits malheureusement, mais la volonté y était. Aujourd'hui encore, dans plusieurs interviews à New York, sur une radio de la place, il l'a dit, qu'il n'a pas de problème. Mais la volonté doit être réciproque. Et c'est une question de patriotisme, je le dis encore. Parce que il y a des sujets pour lesquels il est évident que la porte est ouverte aux opposants. Comme la guerre à l'Est, c'est évident. Partout ailleurs, on l'a vu il y a 2 jours en France, Charlie Hebdo, ça fait 10 ans, tous les présidents étaient là. Quand il s'agit de terrorisme, tous les présidents s'allient à leur pays. Parce que c'est la patrie. Et la patrie est supra-politique. Et donc, la question que vous me posez, vous pouvez aussi la poser aux opposants. Pourquoi vous, aujourd'hui, le pays est en péril, si le pays meurt, même vos aspirations présidentielles tombent à l'eau, pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas ça et n'allez pas travailler avec le président? Demandez-leur. Vous verrez qu'ils sont en train de balbutier, de chercher les mots, de chercher des faux fuyants. Très bien. Monsieur Junior, alors nous sommes arrivés à terme de notre émission. Oui. Un message court au peuple congolais qui vous ont suivi au cours de cette émission et qui vous suivent. D'abord, je montre mon respect et mon admiration de ce que font les FARDC sur le territoire pour défendre la patrie dans des conditions difficiles sur terrain, dans des conditions politiques difficiles parce que malheureusement nous avons une frange des acteurs politiques qui ne sont pas de bonne foi, qui ne sont pas derrière le pouvoir en place pour les soutenir, qui ne jouent pas franc jeu, qui sont parfois même, je pense, à la limite d'être complices de ce que fait le Rwanda ici. Je voudrais appeler mes frères et sœurs congolais et congolaises à enjoindre le pas à l'armée et à défendre la patrie, que chacun à son niveau joue son rôle, que l'armée joue son rôle au niveau militaire, que la population joue son rôle au niveau citoyen et patriote. Et j'enjoins la classe politique à faire preuve de responsabilité, de nationalisme et de protéger notre souveraineté et intégrité, à dépasser les clivages politiques parce que aujourd'hui la patrie dépasse tout, parce qu'aujourd'hui ceux qui ont dirigé hier nous ont légué un héritage que nous devons assumer et corriger s'il le faut, et que ce que nous faisons aujourd'hui sera laissé au régime futur qui devra aussi gérer ce que nous avons laissé aujourd'hui. Donc nous sommes liés par un devoir nationaliste qui doit dépasser tout entendement politique et tout intérêt politique. Merci beaucoup, Monsieur Junior, d'avoir répondu à notre invitation du jour. C'est moi qui vous remercie. D'avoir éclairé le peuple en la question. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Jules. J'espère que j'aurai d'autres occasions de m'exprimer sur votre antenne, sur votre émission. J'espère que l'émission a été de qualité, enfin que du moins mes réponses ont été de qualité et ont pu un peu plus éclairer la population sur ce que fait le gouvernement, sur ce que nous devons être en tant que Congolais, c'est-à-dire unis, solidaires et mobilisés derrière notre armée pour la victoire finale. Rassurez-vous que vous êtes un repère, vous êtes un repère, vous êtes le chouchou de cet auditoire de repère. Et les téléspectateurs de repère vous admirent énormément et voudraient vous avoir régulièrement sur ce plateau de repère. C'est un honneur et merci beaucoup à eux. Et bonne année à vous. Encore. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons terme à cette émission. Je recevais pour vous Junior Kodo, qui est cadre de l'Union sacrée. Nous avons parlé de la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo et puis la désinformation. Soutenez le pays parce qu'il n'y a pas une autre nation que Dieu nous a léguée que celui-ci. Alors nous devons mettre nos efforts, nous devons mettre nos énergies et fédérer nos forces ensemble pour récupérer, conquérir nos terres qui nous sont réclamés par l'ennemi d'une certaine façon, et nous croyons que nous y arriverons et à récupérer nos terres. Alors pour le reste, portez-vous bien. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse la RDC. Au revoir.